écoutez Marsilia Stream en qualité digitale, connectez-vous sur le site de la radio www.marsiliastream.fr. Pour nous appeler au standard 04 65 95 60 44. Marsilia Stream, c'est de l'info, des débats, de la musique et du divertissement. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Eh bien, bonjour et bienvenue sur Marsilia Stream, si vous nous rejoignez pour Culture Mag, qui a lieu tous les mercredis de 18h à 19h. Mes invités ce soir pour Culture Mag, Jamila Farah et Nafissa Nicolo. Bonsoir à vous toutes. Bonsoir. Et ça va, vous allez bien? Oui. C'est votre première intervention peut-être, non? De télé ou d'image. Bon, de toute façon, tout le monde est à l'aise aujourd'hui, donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez poser la question à Jamila Farah, c'est son deuxième passage. Je crois que ce soir, elle est à l'aise, et donc il n'y a pas de souci. Jamila Farah, donc bonsoir encore une fois. On s'est vu pour ce même ouvrage. C'est votre premier livre, votre premier roman-essai. On a eu quelques soucis et donc voilà, je vous ai promis un repassage. C'est tout à fait normal parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui sont intéressés à votre livre. On va vous présenter encore une fois, donc, après avoir été enseignante, puis militante spécialisée en questions des libertés individuelles et religieuses. Vous écrivez sur des thématiques qui occupent, dites-vous, notre société, notre monde en plein bouleversement pour changer de modèle. Et je le souligne encore une fois, c'est votre premier roman-essai, Les 1001 questions d'Aïcha, aux éditions Amazon. On va en savoir un peu davantage tout à l'heure. Nafissa, bonsoir encore une fois. Bonsoir. Merci d'être venue. Merci. Ça me fait plaisir. Depuis mon enfance, dites-vous aussi, vous êtes passionnée par l'écriture et l'imaginaire. Je me suis résolu à partager cet attachement par le biais de romans. J'osais vous poser la première question. Lesquels ? Vous parlez de romans au pluriel. Est-ce que vous avez d'autres romans que vous avez écrits? Oui, j'ai fait un genre de conte pour enfants, mais les sept petites canailles. Oui. C'est en fait les péchés capitaux, mais vus au travers des enfants de maternelle. D'accord. Et je l'avais publié, mais bon, c'était un conte d'auteur et c'était pas... Voilà. Bon, en tout cas, les souffles d'amour interdites, et non pas interdits, c'est interdite. Je vous ai déjà fait la réflexion. Oui. Pourquoi un ES? Mais bon, je vais en apprendre peut-être. Est-ce que vous pouvez Oui, encore... Parce que je suis persuadé qu'il y a des gens qui vont se poser des questions. Au pluriel, les amours, un amour, mais par contre, au pluriel, ça devient féminin. Ça devient féminin. Oui. Ah, voilà, donc... je ne sais pas si je vois les pensifs. Jamila Farah, vous êtes au courant de cette... Non, non. Je ne connaissais pas l'orthographe du mot amour au féminin. Voilà, c'est souffle d'amour, souffle d'amour, on le voit, souffle d'amour interdite. Et c'était ma première question. Alors, depuis toujours, alors Nafissa Nicolo, un rapport étroit avec l'écriture, c'est ce que vous dites. Vous constituez pour vous un exécutoire qui libère vos pensées, une source d'inspiration qui se couche sur les pages blanches, ayant grandi avec la notion d'interdit. On va le voir à travers ce livre. Époustouflant ce livre. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Plusieurs personnages, mais qui se terminent en drame. Mais quand on l'ouvre, quand on commence à le lire, on est pressé de finir, parce qu'on est curieux. Voilà. Donc c'est ce sentiment que j'ai eu, écrit d'une simplicité, mais en tout cas l'histoire, elle est complexe à la fois, mais pas mal, j'allais dire. Donc vous dites ayant grandi avec la notion d'interdit, elle vous transporte avec cet ouvrage à une époque où l'étroitesse culturelle et sociale dominait les esprits. On peut résumer le livre avec vous ou je vous laisse le faire? On résume. Allez-y, alors je vous écoute. En fait, c'est deux jeunes. Lui, il est
français. Et Ouais. ça se passe durant en fait la guerre d'Algérie, quand c'est l'indépendance qui va être mise en œuvre. Ouais. Et en fait, lui, il rencontre cette petite Camilla. Lui, Ouais. c'est Julien. Et Camilla, quand il la rencontre, il a 6 ans. Et parce qu'en fait, ses parents, ils travaillent pour les parents de ce jeune homme. Et en fait, ils vont, au fil du temps, grandir ensemble. Sauf Ouais. qu'à un moment donné, il y a l'interdit qui va arriver. Ça veut dire qu'à partir du moment où la fille, sa mère estime qu'elle n'a plus le droit de côtoyer le jeune homme, elle décide que c'est haram. C'est haram. Voilà. Bon, c'est quelque chose qui existait auparavant, qui existe peut-être même toujours. Si, ça a toujours Alors, existé. Alors, moi, je vais le dire autrement. Hein, c'est deux êtres qui prennent le risque de s'aimer, Oui. même en étant petits et depuis leur enfance, bénissant les tabous imposés par la société. Il faut dire la société musulmane, dans un contexte. Les deux sociétés, aussi dans les années 60 bourgeoise. aussi, c'était Voilà. c'était très rigoureux dans les années 60. Il y avait, voilà, on ne pouvait pas avoir de rapport autre qu'amical sans être marié dans les Ouais, années 60. c'est le mariage. En Voilà. fait, voilà. Ça se passait ça se Ça passait se dans la passe en période Algérie. en Algérie pendant la période coloniale. C'est Oui. encore voilà, Oui. c'est encore plus je veux dire plus restreint. Et malgré les barrières par deux civilisations sectaires qui les privent de leur liberté, Camélia, le personnage le principal avec Julien Maillard, Oui. qui va devenir avocat, n'hésiteront pas à enfreindre la loi, les règles plutôt. Le sort n'épargnera pas leur existence jusqu'à les précipiter dans la tourmente afin de sauvegarder les apparences et de chasser les rumeurs. Certains abandonneront leurs principes et leurs sentiments. Deux pays, la France et l'Algérie, seront les témoins de ces incidences, des rencontres et des séparations qui vont affecter ou affecteront l'avenir de chacun au nom des principes moraux. Le sacrifice d'une mère sera éprouvé au risque de tout perdre. Voilà, les deux principaux personnages dans ce roman, c'est Julien Maillard et Camilla Achour. Oui. C'est la famille. Maya, cet enfant indésiré dans la société algérienne, disons musulmane aussi à l'époque, hein, puisqu'il y avait deux sociétés. Oui. Voilà. Et de cette relation est née une jeune fille, d'une relation volée ou inavouée, Oui. en tout cas cachée, haram entre une Algérienne et un Français Et à surtout, l'époque de voilà, l'Algérie française. Et donc, ils ne vont pas la déclarer. Elle ne va pas être déclarée. Elle est pas vivante pour tout le monde, quoi. Elle est pas... Voilà, parce que si on la déclare, ça veut dire qu'il y a eu cette faute. Ouais. Et elle est considérée comme une faute. Alors, moi, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui m'échappait. Je ne sais pas si vous l'avez fait volontairement. À quel moment du livre, enfin, j'arrivais pas à savoir, il y a eu ce rapport en fait entre Camilla et Julien. Vous en parlez beaucoup plus tard dans le livre, pratiquement. Non. Non Quand il part de la chambre, C'est quand il part de la il y a chambre, l'abandon. d'accord. Ouais. Cette tenue-là, parce qu'après, elle se pose la question, parce que comme elle ne le revoit pas, elle se demande si il a été déçu. Donc oui. Donc, en fait, ces deux instants, celle de cette relation, qui est un instant très important, Ouais. et l'instant de la mort de Maya, puisque Maya va grandir et elle va tout faire avec sa maman pour qu'elle puisse aller chercher son père, parce qu'il sait qu'il est à Marseille. Donc il est devenu grand avocat, mais lui-même, il a vécu une autre histoire avec Jacqueline, où il dit qu'il n'est pas responsable de cet enfant. J'ai l'impression que Julien... Non, c'est pas qu'il n'est pas responsable Enfin, de je veux dire cet qu'il- enfant. Oui. De quel enfant vous parlez? De Maya? Non, pas de Maya, Parce qu'il ne sait pas. parce qu'il ne sait pas. Il sait pas. Ben, les deux grossesses, il ne sait pas, en fait. Non. Donc voilà, On l'apprend après. on l'apprend après, par la suite. Enfin, que lui, il c'était- l'apprend par la suite, Voilà. après, vers la fin. Ouais. Non, je disais, il y avait deux instants très importants pour Maya. C'est le moment où elle décède. Oui. Ben, c'est vers la fin du livre, pratiquement. C'est un instant très important où ce que Julien, son père, donc, va découvrir, au fait, c'était sa fille. Et que pourtant, il y a eu des moments, quand elle travaillait à la blanchisserie, il voyait qu'il y avait quelque chose, quoi. Il sentait qu'il y avait quelque chose. Et puis l'instant de cette relation avec Camilla, quoi. Donc, mais c'est pas un reproche. C'est que Non. je pense que dans le... En fait, c'est. Vous vous êtes pas attardé sur ces deux moments quand même très importants de cette très belle histoire. Non, parce qu'en fait, on a ce sentiment que lui, il a trahi. En fait, non, parce que lui, il est forcé de rentrer en France, parce que comme il n'a pas 21 ans, parce qu'on doit avoir 21 ans pour être majeur, Ouais.
Et donc, on l'oblige à rentrer en France parce qu'il est quand même. C'est la police qui le ramène. Ouais. Et en fait, ce qu'on se dit, c'est qu'il faut penser que tout le long, c'est le seul rapport qu'il a eu de sa vie à lui. Ouais. Et elle aussi. En fait, c'est le seul amour qu'ils ont eu, la seule nuit qu'ils auront eue. Parce qu'après, on voit qu'avec Jacqueline, il n'y a rien. Ouais. Mais on va le voir par la suite. Il n'avait pas fait ce choix. Parce que lui, il ne voulait pas rentrer à Marseille. Non. Il voulait rester parce qu'il avait. Enfin, il pensait Ben, vivre une il était relation amoureux. amoureux de Camélia. Mais après, on va apprendre que Jacqueline. Il ne faut pas dévoiler. Il ne faut pas dévoiler. Il ne faut pas dévoiler. Non. Voilà l'histoire. Donc, alors, Jamila Farah, je me retourne vers vous. Ce roman essai qui raconte la vie d'Aïcha, une femme française, dites-vous, qui vit en banlieue. Elle sent de son esprit, questionne les identités de notre vision du monde et dans la mondialisation. Elle s'inspire d'expériences de vie et commente au gré de son vécu, de sa réflexion et de ses lectures. Est-ce que vous faites le résumé? Je vous laisse faire du livre. Oui, Ouais, donc allez-y. il y a quand même une trame de fond, une histoire qu'elle vit. Et à partir d'un choc émotionnel, elle en arrive à se poser des tas de questions. Donc, je dis ce qui s'est passé, c'est que elle habite donc dans un immeuble social et elle entend crier une femme. C'est une mère de famille qui perd son enfant. Et une autre voisine aussi qui perd aussi son enfant dans le même temps à cause de violences policières. Et donc c'est le drame dans tout le quartier et s'ensuit une émeute. Bon, c'est pas, je veux dire, c'est un peu, comment dirais-je, c'est pas sans rappeler en fait l'histoire de Ziad Bouna. C'est ça, c'est ça. On a connu un certain mois d'octobre, un 27 octobre, je ne sais plus l'année. Mais si vous voulez, ça a fait, c'est un peu un parallèle. Et à partir de là, ça lui fait poser des tas de questions parce qu'elle est en plein bouleversement. Donc, elle se pose des questions en tant que mère, en tant que femme, en tant qu'épouse qu'elle avait été, en tant que citoyenne française, en tant qu'enseignante aussi. Tous les rôles qu'elle a dans sa vie, qu'elle a portés, elle les questionne. Elle les questionne en rapport avec les autres aussi et avec les membres de toute la société et aussi les hommes. Voilà. Donc il y a aussi beaucoup la question du féminisme, de l'identité de femme. Alors, justement, ce résumé, c'est donc Aïcha, si j'avoue aussi à vous résumer, est une femme célibataire, âgée d'une cinquantaine d'années, mère de 2 fils, vivant en banlieue. Elle vit un épisode tragique au sein de son quartier. 2 jeunes adolescents sont morts lors d'une course-poursuite de police. La nuit qui suit cet événement s'en trouve bouleversée par des heurts et des angoisses dans toute la cité. Et nous sommes en 2027. L'extrême droite est passée au pouvoir et les tensions politiques sapent la cohésion sociale. Je crois que vous n'avez pas tort là-dessus. Les choses se préparent pour ce pays, mais en tout cas, c'est une projection politique pour 2027. Alors peut-être on va vous inviter à faire un film de ce livre-là, parce que nous sommes en 2022 aujourd'hui, et vous faites une projection. Pour moi, je disais, c'est un roman, effectivement, mais qui nous plonge plus ou moins dans l'espace politique, avec une projection politique en 2027. Est-ce qu'on peut dire que c'est un roman fiction également? Oui, c'est un roman d'anticipation parce que je voulais insérer ce contexte de la mise en place du pouvoir d'extrême droite en France parce que on a failli y passer et c'est pas dit qu'on n'y passera pas dans un avenir prochain. Moi, je pense que la littérature aujourd'hui, elle doit justement permettre et puis s'autoriser déjà de faire imaginer les Français dans un tel contexte, de faire cette expérience sociale, même si elle est imaginaire aujourd'hui, pour comprendre que c'est pas anodin de vivre dans un système où c'est l'extrême droite qui gouverne. Il faut faire cette expérience et anticiper pour comprendre qu'il y a des dangers à ce que l'extrême droite passe dans notre pays.
Alors, certains chapitres nous livrent des moments ou des événements factuels, parce que quand on lit des événements de l'actualité politique, pour ne citer que l'exemple des deux gamins qui ont perdu la vue. Victime, oui, de violences policières. Voilà. Et ben Aïcha se questionne, s'inquiète, se projette également. Elle se questionne sur ce clivage qui ronge la société. Elle souffre de ces stigmates et ces assignations identitaires et sur ces questions culturelles. Elle n'en peut plus. Oui, c'est ça. C'est que on le ressent aussi aujourd'hui dans la réalité. En dehors de ce livre aussi, je veux dire, il est quand même proche de la réalité. C'est ça, c'est ça. Il y a une fracture sociale et à la fois, il n'y en a pas. Ce que je veux dire, c'est que ce qu'on perçoit socialement, effectivement, à travers les médias, c'est qu'il y a une grosse fracture et puis il y a toujours des assignations identitaires portées contre certains profils, et notamment les jeunes de quartier. Et puis, à la fois, quand on ouvre la fenêtre de chez nous, tout se passe bien. Avec les voisins, tout se passe bien. Au travail aussi, les relations sont cordiales. Donc, il y a quand même cette différence d'appréciation quand on est en immersion dans le social et quand on voit les choses à travers le prisme des médias. Il y a une discordance. Donc, ça pose question. Oui. Et Aïcha, le personnage fictif dans le livre, s'autorise à poser toutes ces questions, à les retourner dans tous les sens. Nafissa, je pense que vous écoutez très très bien l'histoire. En fait, c'est une histoire très importante qui se passe donc dans une des banlieues en France. Oui. Je reviens un peu sur votre livre. On a dit les deux principaux personnages dans ce roman, ouais, c'est Julien Maillard, qui va devenir avocat, et Camilla Achour. On a évoqué la naissance de cet enfant, Maya, un enfant désiré dans la société algérienne à l'époque aussi. Que normalement désiré par eux deux. Désiré par eux deux, voilà. Mais il y a des tabous, il y a des interdits qui existent encore, mais l'époque, puisque c'est un roman, l'époque, ça se passait en Algérie pendant la période coloniale. On était proche un petit peu proche de l'indépendance, parce qu'il y avait, ça commençait à s'agiter. On peut dire que c'est une histoire rocambolesque, pleine de rebondissements. Ça se passe à Alger et en même temps à Marseille, puisqu'il y a plusieurs personnages. Hein. Mais cette histoire, elle commence à Alger et ça finit tragiquement à Alger. Oui. Oui, ça finit tragiquement à Alger, parce qu'en fait, elle récupère. Ouais. Elle récupère sa partie. Et donc, sa partie qu'elle a envoyée pour espérer qu'elle puisse continuer à vivre. Sauf que Maya, son but, c'était de ramener Julien. Ouais. Pour sauver sa mère. Pour sa maman qui souffrait. Voilà. Parce qu'elles sont, en fait, elles sont très complices, elles sont très... Elles sont attachantes. Et en même temps, elles sont très complices, elles sont nouées. Ouais. Et l'une et l'autre, elles ne pouvaient pas vivre l'une sans l'autre. Parce qu'à partir du moment où elle est arrivée à Marseille, elle savait qu'il fallait qu'elle fasse tout pour retrouver son père. Ouais. Mais à aucun moment, elle a pensé à vivre à Marseille pour vivre. Non, et en plus, elle avait des difficultés. Elle ne parlait pas français, elle se démerdait à peine. Aucune, ouais. Oui, parce que sa maman ne parlait pas français non plus quand elle l'a élevée. Oui, parce qu'en fait, elle ne fréquentait pas, elle ne sortait pas. C'était la faute, donc elle ne devait pas sortir de la maison, donc elle ne connaissait pas. Ouais. Les seuls livres qu'elle voyait, c'était les livres de son oncle. Ouais. Non, c'était... En fait, elle était, dès le moment où elle est venue au monde, elle restait dans cette poche. Ouais. Et même si elle est sortie du ventre de sa mère, elle restait dans cette poche. Et sa mère voulait la libérer de ça. Pour ce livre, pourtant, il n'est pas épais, mais en tout cas, plusieurs personnages qui vont broder cette histoire. Camélia, Julien, Maya, Elias, Kali, Aziz, Jacqueline, Rachel, Madame Maya et bien d'autres personnages. C'est une histoire. Il y a aussi... Oui, il y a d'autres. Je ne vais pas tous les citer. Non, mais il y a aussi le lien aussi, parce qu'on voit aussi, non seulement il y a Julien et Camilla, mais on voit aussi Rachel et Elias. C'est ça. Elle est juive, il est algérien. Ouais. Donc même lui, et il trouve qu'elle, quand même, s'en sort bien par rapport à lui. C'est ça. Mais Rachel ne peut pas avoir d'enfant non plus.
Je Non. pense, voilà. Bon, en tout cas, il y a eu beaucoup d'histoires. Enfin, il y en a au moins 2 déjà. Euh, oui, ce Aziz aussi, ce Aziz quand même. Ce vieux Aziz, c'est un vieillard Mm. qui a réussi à passer un pacte avec le papa de Camélia, puisque sa maman, elle refusait que sa fille puisse accoucher. Elle Oui. était prête même voilà, Oui. qu'elle l'avorte. Et Camélia, elle a dit non, je garde cet enfant. Elle ne savait pas, je garde cet enfant. Et ils sont arrivés à négocier avec un vieillard qui avait suffisamment d'argent. C'est pour revenir à Maya, puisque Maya, elle vivait cachée, puisqu'il fallait la cacher, justement, par rapport Au candidaton. voilà, au candidaton, ce qui se passe à l'extérieur. Ouais. Donc, Camélia, elle a quand même, comment dirais-je, elle a consacré sa vie pour protéger sa fille, au fait. Oui. Et elle a pris, je veux dire, elle a donné son accord pour se marier avec Aziz, qui avait Oui. un peu d'argent. Et donc, sa fille, et elle vivait dans un atelier de couture. Et donc, voilà, c'est ça ce qui explique un petit peu que Maya ne parlait pas français, ne sortait pas, ne fréquentait pas. Elle n'a pas été à l'école, donc elle était cachée jusqu'au moment où il y avait un autre personnage qui est venu souffler l'idée de faire traverser Maya à Marseille. Oui, la prostituée, parce que j'ai mis en avant Ouais. la femme, la prostituée, parce que Vous avez j'ai mis trouvé combien de qu'elle temps était- pour écrire ce livre? Parce que quand même, il y a beaucoup d'histoires, en fait, en une il y a seule beaucoup, histoire. oui, mais je voulais pas, Ouais. en fait, me perdre dans le, parce qu'en fait, quand c'est un pavé, ça donne pas trop envie. Je voulais que quand on rentre dedans, Ouais, d'un coup, ça parte. ouais. On le lit, on est, il faut que c'est un voyage. En fait, on embarque dans le bateau et on arrive. Moi, je dirais que c'est un film, c'est un prochain film, ça. Mais vous savez que je l'ai lu avec parce qu'il y a une gamine de 20 ans, Ouais. oui, qui veut devenir écrivain et tout. Elle m'a dit, lis-moi-le. Après, je lui ai dit, tu le lis. Donc, tous les soirs, elle prenait le téléphone, elle m'appelait Ouais, et elle lisait le livre. Et au moment où elle ne comprenait pas certains sens et tout, je lui ai expliqué. ouais. Et à la page 137, il y a une phrase qu'elle a prise. Elle m'a dit, ça, je vais la citer parce qu'elle me marque. Laquelle? La page 137, regardez. Moi, je l'ai lu, j'ai même pas pris de notes, en fait. Une fois que j'ai terminé, 137. d'habitude, je lis, je prends des notes. Et là, je voulais pas m'arrêter. À chaque fois, je dis non. Allez, je fais un résumé par la suite. Je vous dis, on embarque dans le bateau et C'est on ça. arrive à... C'est ça, oui. Ouais. C'est quand il parle, c'est la phrase. Alors, c'est quand il lui dit malheureusement, vos univers n'avaient pas la même couleur. Ouais. L'Orient brûlant et préservant ses valeurs, et l'Occident impassible, assoiffé de liberté. Ouais. Et ça représente bien parce Ouais, que ouais. l'Orient, voilà, et tous les deux en fait, ils sont complémentaires, l'Orient et l'Occident, la France et l'Algérie. Et donc, vous voulez pas dire un mot sur Jacqueline, parce qu'il y a 2 histoires dans une. Ben, Bon. Jacqueline, la pauvre, bon, Enfin, elle la est à pauvre, plaindre. non, elle est est pas à si pauvre plaindre. que ça. Non, pas dans le sens pauvre, mais elle est à plaindre. Ouais. Parce qu'elle est tombée amoureuse de Julien dès qu'elle l'a vu. Ouais. Et c'était lui, il l'aime pas. Il a jamais aimé. Qu'est-ce qu'elle a fait, au fait, pour être enceinte? Ben, on le dit pas. On le dit pas. On le dit pas. On le dit pas, mais comme quoi, déjà à l'époque, on ouais. pouvait. Ouais, bon, mais il y a une explication dans le livre, mais bon. Voilà. Non, mais et en plus c'est pas ça, c'est qu'elle s'est quand même fait aider par une Une Algérienne. Oui, oui. Nadia? Non, pas Nadia. Oui, Nadia. C'est Nadia. voilà, c'est ouais. Non, moi, je vous dis, je n'ai pas pris de notes. D'habitude, quand j'invite des auteurs ou, sur des livres, je lis, je prends des notes. Mais là, je ne voulais pas m'arrêter. Je l'ai terminé. Mais bon, Mais il y en a un second, mais c'est après que j'ai fait un résumé, parce qu'on se rappelle de l'histoire, en fait, des personnages, et on se rappelle. on s'attache à eux finalement. Ben, On a Maya. l'impression qu'ils font partie de Ouais. Maya, moi aussi, Maya m'a marqué. C'est Maya et puis Camélia, j'essaie de l'imaginer. On aime bien généralement les personnages qui sont gentils, voilà, parce que les méchants. Pour moi, Jacqueline est une méchante. Il n'y a pas que Jacqueline, il y a Ouais. le père de Julien qui au départ on croit qu'il est gentil. En fait, voilà, il a quand même fait des transactions. Jamila Farah, Oui. Aïcha, elle a cette phobie et cette crainte. Finalement,
finalement que tout le monde appréhende, au fait, hein, parce qu'on vit dans une société, ça bouge dans tous les sens. Aïcha voit cette société qui se clive davantage, de plus en plus, sur la question identitaire, sur le racisme, la xénophobie, l'islam, les musulmans. Alors on ne peut plus. Oui. C'est pas qu'elle en peut plus, c'est qu'en fait, elle se dit que maintenant, je crois que tout le monde doit se poser des questions et elle commence. À un moment donné, elle a pensé même fuir, partir. Si elle disait, Oui. si, j'aurais dû apprendre l'anglais justement pour aller m'installer ailleurs, au moins pour. C'est ça, parce que dans son imaginaire, et peut-être que c'est aussi réel, les pays anglo-saxons sont moins contraignants. Moins clivants. Moins clivant sur les libertés individuelles. D'ailleurs, on dit que Locke est le père du libéralisme, le fameux philosophe, et que la liberté est née en Angleterre. Mais effectivement, mais ça a été passager parce qu'à un moment donné, elle devient raisonnable. Elle se dit, sa terre natale, ses racines, finalement, c'est en France. Et elle restera en France et elle assumera jusqu'au bout et elle se fera enterrer en France, quoi qu'il advienne. Évidemment, il y a un tableau. J'ai dressé un tableau noir pour le paysage de Aïcha. Pour autant, elle travaille au travers de toutes ces questions, ces questionnements, à trouver des réponses, entre guillemets, même s'il n'y a pas de réponse, ce n'est pas des questions ouvertes ou fermées, mais elle tente en tout cas de comprendre, de définir qui elle est précisément, d'où elle vient, ce qu'elle est, sa place dans notre société. Et puis elle laisse une grande place aussi à la citoyenneté pour chacun, qu'il faut redéfinir, etc., pour pouvoir pacifier un peu le contexte social. Ça, c'est très important. Et elle le fait parce qu'elle a aussi un bagage littéraire qui lui permet d'apprendre avec méthode comment définir, avec raison, tous ces concepts d'égalité, de liberté. Qu'est-ce que ça veut dire aussi être racisé dans ce monde? Qu'est-ce que ça veut dire aussi être une femme, être une mère? Et puis, au travers de toutes ces lectures, finalement, elle arrive à quadriller sa place dans notre monde et puis à essayer de bien distinguer les émotions, la passion de la raison. En tout cas, elle est vachement politisée, donc Aïcha. En tout cas, elle voit juste par rapport à cette extrême droitisation de la vie politique. En fait, ça touche un petit peu cette projection, parce que elle projette les élections de 2027. Quel est le lien, à un moment donné, vous citez un mouvement qui a démarré en Algérie, une sorte de révolution, le Hirak, on appelle ça. Oui. Quel est ce lien, à un moment donné, elle se projette aussi pour... elle s'intéresse aussi à ce qui se passe en Algérie. Oui, parce que ses parents sont d'origine algérienne, donc forcément, ça l'interpelle. Et de ce fait-là, en fait, elle remarque aussi que, d'une manière générale, hein, c'est pas chez tout le monde, il y a entre guillemets, hein, je préfère être prudente, dire un complexe identitaire chez certains jeunes qui ont du mal à trouver leur place dans notre société et qui ont toujours ce rappel à leur ascendance, parce que finalement, leurs origines, d'une manière globale, c'est la France, et ça, il faut qu'ils l'entendent. Enfin, il me semble que d'un point de vue raisonnable, si on en discute avec des arguments raisonnables, on s'apercevra qu'ils sont totalement français et qu'il s'agit plus d'ascendance algérienne que d'origine même, puisque ce sont souvent les grands-parents qui sont d'origine algérienne. Mais ça ne concerne qu'une ascendance et ils sont bien français, avec un imaginaire français, avec un contexte réel français, et ils sont allés à l'école républicaine. Donc, elle se dit que finalement, ces questions peuvent se résoudre aussi
par la connaissance de cette ascendance et de ce contexte, et se dire que finalement, il n'y a pas tant de différence non plus entre les différentes jeunesses, qu'elles soient algériennes ou d'ici, c'est que tous aspirent à être libres, à cette liberté. La mondialisation, les médias, les réseaux sociaux ont fait qu'il y a une uniformisation des idées qui prennent chaque individu, celle notamment de l'égalité et de la liberté. D'égalité et de la liberté, mais en tout cas, elle fait d'origine algérienne. Elle fait, au fait, ce lien, elle vit aussi avec ce lien en France, puisque elle évoque aussi la revendication identitaire, elle évoque l'islam, le code de conduite de femmes soumises. Elle-même, elle a vécu aussi avec un mari un peu, où elle n'avait pas toute cette liberté, et elle se libère de l'épouse, et à un moment donné elle va vivre aussi une période différente par rapport à la vie à celle qu'elle vivait avec son ex, son ancien. Donc elle se libère de l'épouse soumise parce qu'elle disait elle était noyée dans un code de conduite de femme soumise. Et elle dit qu'elle a vécu l'enfer en fait, au cours des 20 dernières années de mariage. Son ex-mari avec une lecture rigoriste de l'islam ou excessivement identitaire. Oui, longtemps elle a été mariée à un individu à un époux qui avait une compréhension littérale du Coran, donc qui ne lui permettait pas d'envisager comment dirais-je, un pluralisme des visions du monde. Donc c'était assez linéaire. Et au sortir de son mariage, elle se déconditionne progressivement au fur et à mesure qu'elle découvre aussi l'espace public et la richesse culturelle qui s'y trouve. Et de ce fait, elle se sent sauvée, quoi, je veux dire. Elle se rend compte que finalement, elle vivait un certain enfermement qui n'aide pas en fait à l'épanouissement personnel, puisqu'elle le dit dès le départ qu'elle a un esprit libéral, qu'il a été forgé tel quel. Mais cet esprit libéral, elle l'a trouvé après, pas pendant son mariage, pendant sa vie commune. Elle a retrouvé au fait ses repères bien après. Oui, d'ailleurs, l'expression que j'emploie pour Aïcha, c'est de dire qu'elle avait perdu son adresse là où elle habitait, et elle retrouve son adresse après son divorce et sa découverte du monde. C'est un peu... parce qu'elle s'est posé beaucoup de questions sur sa trajectoire, de femme. Et c'est là, justement... Et moi, j'ai aimé une phrase aussi, justement, elle dit, elle trouve l'autodétermination amoureuse. Oui, ça c'est le titre d'un chapitre, parce que ce qu'elle dit en fait, c'est que lors de son premier mariage, elle s'est laissée choisir, et que maintenant elle choisit. Rencontre, c'est elle qui choisira. Voilà. Oui, parce qu'elle dit, je trouve enfin. C'est ça, voilà, l'autodétermination. Voilà, je trouve enfin de l'attention et de l'affection et du respect, chose qu'elle n'a pas vécue du tout depuis son mariage. Juste une question, mais selon vous, comment ça s'est opéré, ce passage de l'obscurité à la lumière pour Aïcha dans sa vie, elle a eu cette de mariée, quoi. Parce que la lumière pour elle, c'est quand elle s'est libérée, quoi, quand elle a retrouvé toute cette liberté. Oui, alors c'est vrai que dans ce livre, il y a à la fois un contexte qui est un tableau noir qui est dressé. Et en même temps, il y a de l'affection, il y a de l'amour aussi. Il y a aussi cet homme-là qu'elle a épousé, puis dont elle se rend compte qu'il n'est pas fait pour elle, et qu'il y a un certain rigorisme dans 20 ans quand même, 20 ans. Elle s'est rendue compte bien après. On a l'impression qu'Aïcha, à un moment donné, qui était mis entre parenthèses, qui était un peu étouffé, mais qui un jour l'éveille finalement, parce qu'il y a cette histoire de lecture, de livres, de bagages littéraires qu'elle avait dès le départ, qui était peut-être enfoui pendant son mariage, mais qui avait toujours existé. Dans le livre, on verra aussi qu'il y a cette trame de fond de l'histoire des livres, parce qu'il y a deux grandes étagères
qui meuble le salon de son appartement, c'est une étagère pour lui où vraiment il n'y a que des ouvrages religieux. Ouais. Et puis une autre étagère où il y a que des ouvrages philosophiques. Donc ça, c'est pour mettre en parallèle la question et le débat entre la foi et la raison, Ouais. hein, qu'on connaît très bien entre Averroès et Razali aussi. C'est pour faire référence à ces deux grands savants de l'islam qui existaient pendant l'âge d'or musulman. Et c'est une discussion finalement qu'elle met en parallèle avec son ex-époux. Et voilà, elle, c'est Averroès finalement. Ouais. Elle s'affilie plutôt aux idées d'Averroès, des idées de liberté où on peut s'autoriser à penser librement. Ben, pour résumer un peu tout cet éveil chez Aïcha, je ne sais pas si vous pouvez nous le résumer. À quel moment il y a eu ce déclic pour elle, ce déclic, j'allais dire, de sa nouvelle vie, de cette nouvelle liberté, de ces projections politiques, ces analyses, qui a fait qu'elle elle se réveille un jour et elle s'intéresse à la société, elle s'intéresse à ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée, elle s'intéresse à elle. À quel moment ce déclic a eu lieu chez Aïcha ? Alors, le déclic, l'histoire du déclic n'est pas racontée dans le livre. C'est ça. On est passé à l'autre, du mariage de foi et de raison, direct, à l'autodétermination. Mais évidemment, on se rendra compte naturellement qu'il y a un phénomène d'usure et non, mais parce que justement, pour le lecteur, à un moment donné, il va chercher... parce que l'histoire, c'est vrai, c'est un essai. Enfin, moi, je dirais, il y a beaucoup de politique quand même, beaucoup de philosophie. Ça soulève énormément de questions. Qu'un politique aujourd'hui peut soulever une projection de l'extrême droite, des élections, le mouvement Hirak en Algérie. Donc il y a plein de choses. On sait que c'est pas. Mais le lecteur, à un moment donné, il va dire mais c'est quoi les motivations ? À quel moment il va avoir ce déclic ? Qui a fait que Aïcha, à un moment donné, elle s'est arrêtée et elle a vu, allez, la projection 2027, ceci, cela. À quel moment ? Qui a fait que moi, ça m'a échappé dans le livre, en fait. Oui, en fait, c'est parce qu'il n'est pas écrit, mais naturellement, c'est parce qu'il y a un phénomène d'usure et puis qu'il y a un phénomène aussi où elle se rend compte entre la vision de son mari et celle du monde réel, il y a une fracture, il y a une opposition telle que on se croirait finalement plutôt dans un monde complètement imaginaire, fermé, construit pour enfermer la femme chez son mari, quoi. Ouais. Et le fait d'avoir vu à l'extérieur, de s'être inscrite aussi dans des réseaux sociaux, lui a fait découvrir aussi un autre monde. Ouais. Nafissa, Oui. on disait que Maya finalement a cédé, Camélia a cédé pour se marier avec ce vieillard, Aziz, qui avait un peu d'argent, mais il était vieux. Non, pas un peu, beaucoup. Beaucoup. Bon, c'était... beaucoup. Voilà, donc il a réussi avec son argent, pratiquement... comme ça se faisait auparavant, mais en tout cas, il a pris Camélia, mais avec des conditions. Cette condition, c'est de cacher Maya, justement. Pas Maya, la bâtarde. Oui. À aucun moment, il appelle Maya. Hein. Pour lui, c'est une bâtarde. Quoi. Oui. Pour lui, elle est moins que rien, la petite. Ah, elle représente... il y avait eu cette haine viscérale, donc il veut rien avoir à faire avec elle. Ouais, c'est un rôle de beau-père, entre guillemets, quoi. C'est même pas un beau-père. Non. Et Camélia, justement, elle a accepté ce deal juste pour préserver cet enfant, l'élever, et puis qu'elle retrouve son père, parce qu'elle pense aussi que Julien n'est pas au courant de cette histoire-là. Il n'est pas au courant qu'il a non, mais il n'est pas au courant, parce qu'il est parti, elle-même ne savait pas. Elle ne savait même pas qu'elle était enceinte. Oui, c'est sa maman. C'est sa mère qui l'emmène.
qui incessamment, à chaque fois, elle faisait des remarques sur ses règles, sur ses... Oui, voilà. parce qu'elle lui demandait, tu m'as pas demandé de linge. Exactement, d'habitude, Voilà, en tant que jeune fille, elle demande à la maman, les ouais. jeunes filles demandent à leur maman, ben maintenant ça y est, mais c'est fini tout ça. Et je disais aussi, peut-être pour garder un peu le secret du livre ou du film, de ce roman, il y avait deux histoires, celle de Jacqueline et aussi avec Maillard. Julien n'était pas au courant de l'existence de Non. Maya. Pourtant, il aimait Camélia. Et il aimait aussi son fils Daniel, qu'il a eu avec Jacqueline. oui. Et là non plus, il n'était pas au courant Non. que Jacqueline était enceinte. Il a mis du temps. Il a mis du temps pour accepter, mais en fait, il était obligé parce que c'est son père. Parce qu'il y a une histoire entre le père de Maillard, le père de Julien et le père Picard. Voilà, et le père Picard. Ouais, en fait, ils ont fait une transaction. C'était, voilà, lui, de toute façon, comme elle lui dit à un moment, il fallait laver la truc en se mariant. Parce que comme elle était enceinte, elle l'avait piégée. Et voilà, il fallait avancer. Pour elle, c'était ça. Son but, c'était ça. Parce qu'après, à un moment donné dans la chambre, elle lui dit, de toute façon, si tu me quittes, un divorce sera vite fait. Par contre, tu finiras dans la soap populaire. C'est une menace. Ouais. Voilà, c'est elle le tenait. Elle le tenait, justement. Oui, parce que la mère, il y a eu le problème avec la mère. Le tenait, lui, il savait qu'il tenait ses parents. En fait, c'est par rapport à ses parents. Par rapport à sa mère. Par rapport à sa mère et son père. Parce qu'il y a une histoire dessous aussi là-dedans. Oui. Et c'est pour ça qu'il a. Il y avait un chantage, une menace. Ouais. Mais dans sa tête, c'est Camélia. Non, savoir, mais tout le long, on voit qu'il pense pas à Camélia, parce que quand il traverse sur le bateau, quand il fait sa traversée et tout, il est tellement pris dans cette aigreur et tout qu'il finit pas. Il se regarde dans la glace, il se reconnaît plus. Ouais. Et le seul moment où il se rappelle de Camélia, c'est à la soirée, le cocktail, où il voit la serveuse. Et quand il tient Maya entre ses bras, parce qu'elle est en train de fuir. C'est ça. C'est le seul moment, parce que pour lui, il y a eu cette rupture. Et donc, il est parti sur Alger. Il a fait un retour sur Alger. Oui, parce que dans les années 70, 70, on a autorisé les expatriés à pouvoir regagner le pays pour pouvoir ou revoir des amis. Voilà, donc, mais il n'a pas vu Camélia. Ouais. Il n'a pas vu. C'est triste, hein, c'est une fin triste. Et par contre, il ramène sa mère. Ouais, mais il n'a pas vu. Donc, il n'a pas vu grandir sa fille, Maya. Non. Et il n'a pas vu grandir son amour. Il n'a pas vu Camélia. Et donc, il a tout perdu. Et donc, c'était triste. Et c'est pour ça que c'est tragique. Enfin, c'est une histoire. Moi, ça m'a bouleversé un petit peu. Et c'est pour ça que je disais, c'est un excellent roman. Je ne sais pas si vous avez, parce qu'on arrive pratiquement à la fin, ça passe vite. Hein, vous avez quelque chose à rajouter par rapport à votre livre que je vais encore montrer encore une fois. On le voit, voilà. Ben, j'espère que franchement, ça fera voyager. Oui. Mais moi, je porte bonheur à tous les écrivains et je leur porte bonheur pour leur premier livre. Et voilà, ça commence comme ça parce que j'ai cette passion de la lecture et je le fais avec bon cœur. Il me tient à cœur, c'est comme mon bébé. Voilà. Mais je pense qu'on va entendre parler de ce livre comme celui de Jamila Farah. Donc, l'Émile a une question d'Aïcha. Je ne sais pas si vous l'avez, Aïcha. Oui, Jamila, moi je voulais juste lire une citation de Montaigne que j'ai rapportée dans le livre. La 5 lignes. D'accord. Alors, pourquoi prenons-nous titre d'être de cet instant qui n'est qu'une éloise dans le cours infini d'une nuit éternelle et une interruption si brève de notre perpétuelle et naturelle condition, la mort occupant tout le devant et tout le derrière de ce moment, et une bonne partie encore de ce moment. Voilà. Eh bien, merci à vous d'avoir accepté mon invitation. Et voilà, je cite ce sont les deux livres aujourd'hui qu'il faut absolument lire. Il faut encourager
voilà, les auteurs qui commencent. Mais je pense qu'il y a de l'avenir dans vos plumes. Merci. Merci à vous. Et donc, on va mettre un peu de musique et on va se séparer. 2 secondes. Pour écouter Marsilia Stream en qualité digitale, connectez-vous sur le site de la radio www.marsiliastream.fr. Pour nous appeler au standard 04 65 95 60 44. Marsilia Stream, c'est de l'info, des débats, de la musique et du divertissement. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. نسيت الباصي وانا اللي درت الامان وما غادرين بيا